Bonjour, la francophonie prend corps avant tout par les grands titres de la littérature française, porteuse d'esthétisme, de raffinement et de valeurs universelles. Il serait difficile d'estimer le nombre de francophones qui le sont parce qu'ils ont choisi, à un moment de leur vie, de lire les œuvres de la littérature française dans la langue de l'original. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de la francophonie à la une, Madame Chouchanik Tamrazian, professeure à l'Université d'État d'Erevan, auteure, traductrice et éditrice. Bonjour Chouchanik. Bonjour. À plusieurs occasions, vous avez exprimé votre amour et votre passion pour la langue française. D'où vient cet amour ? D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et je saisis l'occasion pour saluer cette initiative qui est une très belle initiative vraiment pour tous ceux qui ont choisi la langue française comme un choix, un mode de vie ou pourquoi pas une part de leur identité. C'est une chose dont j'aurais rêvé quand j'étais étudiante. Je pense que c'est surtout très bien pour les jeunes Arméniens qui se mettent à apprendre le français et à découvrir ses profondeurs. Quant à mon histoire de rencontre de la langue française, alors c'était d'abord, si vous voulez, un ravissement sonore, musical, puisque je me souviens très bien de ce jour où, pour la première fois, j'ai rencontré une journaliste française qui accompagnait les amis de mon père. C'était des amis arméniens vivant en France, des Arméniens de la diaspora. C'était dans les années 1984. Absolument. Donc les années du mouvement du Karabakh, où les Français ainsi que les Arméniens de France s'intéressaient de très près à ce qui se passait en Arménie. Et donc il y avait souvent des passages. Et une fois, donc, les amis de mon père étaient accompagnés de cette journaliste et c'était la première fois où j'entendais le français d'un français prononcé par un français. Et je vous assure que ces sonorités de la langue française éclatantes, il y avait quelque chose de complètement différent de ce que j'avais entendu jusque-là, puisqu'il faut dire que j'avais une relation très particulière à la langue. Je me suis mise à écrire, c'est-à-dire à inventer des poèmes, c'est-à-dire cette sensibilité à la langue est née de façon très précoce. Chez moi, j'avais 3-4 ans où j'inventais apparemment des choses, c'est mes parents qui me l'ont rapporté après, des années plus tard, et c'était des vers, avec des rimes, etc. Donc la musique de la langue était quelque chose qui pour moi était déjà très présente dans ma vie, qui déterminait ma vie intérieure, et là, soudain, l'apparition de quelque chose, de cette musique, de cette luisance, à la fois lisse et dérobée, avec des reliefs qui se dérobaient sous cette surface complètement lisse, m'a complètement éblouie. Et alors, j'avais 10 ans, c'était en 88. Un an plus tard, à l'école, on devait choisir la seconde langue étrangère. J'ai choisi le français. Et voilà, ça a commencé à l'école. À la grande joie de mon grand-père, Jean Tamlazian, qui était critique littéraire et qui était simplement épris de la littérature française. Non seulement il connaissait en profondeur la littérature française, mais il vivait vraiment la littérature française sans être francophone. Mais je me souviens que le jour où il a appris où j'avais choisi le français, il m'a fait le présent d'un livre auquel il tenait comme à la prunelle de ses yeux, l'anthologie de la poésie française du XIXe siècle. Et donc il y tenait vraiment religieusement. Avec sa dédicace, je l'ai jusqu'à présent. Et à partir de ce moment, a commencé pour moi ce que j'appelle, sans exagération aucune, l'épreuve de l'autre, en quelque sorte, l'expérience de l'autre, qui peut être très jeune, très importante dans la vie de quelqu'un qui est jeune. Parce que c'est vrai que le français était pour moi ce lien quelque part vital qui me liait au grand dehors, au monde extérieur. Et j'en avais fait, comme vous savez, un funambule, téméraire qui n'avait pas le droit de faillir, le droit de tomber, le funambule vraiment audacieux et téméraire qui dansait quelque part sur l'échine des frontières. Ces années
où je me suis mise au français, pour moi, sont indissociables d'un contexte particulier qui était celui des années 80, la fin des années 80, les années 90, qui étaient les années de l'éveil de l'identité nationale. Alors les années de la guerre, bien sûr, du blocus, des rues qui, à partir d'une certaine heure, alors les rues de la capitale sombraient dans l'obscurité et puis dans le silence piégé du couvre-feu, vous savez, qui était imposé par Moscou. L'angoisse, notre très grande angoisse pour les parents qui rentraient parfois trop tard, mais surtout nos espoirs et nos attentes, qui étaient encore plus grandes que les angoisses. Et alors ce qui était très important, je crois, c'est que on avait le sentiment des frontières qui avaient commencé à basculer, qui tombaient, les remparts qui tombaient, et puis le visage de ce monde, le monde extérieur, l'Occident, qu'on l'appelle l'Europe, la France ou l'Occident, pour moi, c'était très personnifié, c'était la France. Et donc ce monde qui nous attendait avec admiration et avec impatience. Il y a une sorte c'est un mélange en quelque sorte de tristesse, d'espoir, d'attente. Surtout d'espoir, je crois. Parallèlement, cette musique, cette mélodie de la langue française, voilà, donc c'est tout ça en quelque sorte qui vous amène à se mettre au français et à écrire par la suite. Absolument. La raison pour laquelle je l'appelle ce funambule qui m'est très précieux, mon funambule de poche que je gardais toujours auprès de moi. Nocturne, c'est beau comme histoire. On était très habités par la nuit, physiquement, c'est-à-dire la nuit était omniprésente, même si c'était les années les plus lumineuses de l'histoire de l'Arménie, d'après moi, avec la victoire d'Artsakh, avec la conquête de l'indépendance, mais en réalité, la nuit était quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer, ne serait-ce qu'à cause des coupures d'électricité, etc. Et donc, la langue française, ce funambule qui traversait la nuit. Des années plus tard, vous êtes lauréate du prix de l'éloquence attribué par la MOPA, l'association des membres des palmes académiques. Oui. Alors, des années plus tard, c'est-à-dire où j'étais déjà étudiante à l'Université d'État d'Erevan, c'est une drôle d'histoire dont j'aime bien me souvenir, puisque tout s'est passé de façon assez épique. Alors vous savez que à la fin des années 80, enfin on était déjà en 97, il n'y avait pas Internet, donc nos communications avec le monde extérieur étaient excessivement limitées, restreintes. Il y avait, la presse française qui arrivait à l'ambassade de France, ou parfois il y avait quelques numéros des Cahiers du cinéma ou du Nouvel Observateur qui circulaient à la bibliothèque de la Chaire, à la bibliothèque de la section. Toujours est-il qu'un jour, alors, Monsieur Haïkaz, qui était le responsable de notre salle de l'audiovisuel, nous devions nous entraîner régulièrement pour améliorer notre prononciation, et qui m'aimait beaucoup, pour des raisons qui m'échappaient. C'était quelqu'un d'extraordinaire, en tous les cas, avec son très grand attachement à la langue française. Donc il est venu me chercher pour me montrer une annonce qu'il avait trouvée dans une page photocopiée de je ne sais quel journal français. La page était photocopiée. Elle me dit « Chouchenik, alors regarde, c'est pour toi. » Un concours lancé par la MOPA, dont j'ignorais l'existence, je ne savais pas ce que c'était, qui se destine aux étudiants étrangers, je crois. Il y avait une tranche d'âge qui doivent alors écrire un essai en français de leur propre production sur tel ou autre auteur français. Il n'y avait pas de restriction de sujet et qui doivent présenter donc à la fois à l'écrit et à l'oral l'essai. Il y avait la contrainte de l'enregistrement. 10 minutes, dans 10 minutes, nous devions présenter alors à l'oral ce que nous avions écrit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque, il n'y avait pas de studio d'enregistrement à l'université, etc. Mais à l'impossible tenu, j'ai décidé que j'allais participer à ce concours qui allait passer je ne sais où, qui allait être organisé par je ne sais qui, parce que c'était des noms très, très abstraits pour moi, la MOPA. Et donc on a réuni donc un jury sur place constitué de nos professeurs. À l'époque, alors j'étais très éprise
de la prose de Boris Vian et de la personnalité de Boris Vian. Et ce n'était pas par hasard. C'est l'une des rares fois où je suis vraiment tombée amoureuse d'un auteur français moyennant la traduction, à travers la traduction, qui avait été faite par quelqu'un d'extraordinaire qui est Ashot Alexanian, un grand penseur d'ailleurs des relations interculturelles, un grand acteur, mais surtout un très grand traducteur, écrivain et critique littéraire. Donc sa traduction de L'écume des jours en armien était merveilleuse. Vraiment, je n'exagère rien. Et c'était une révélation. Par exemple, l'une des premières révélations de ma vie d'adolescente, je l'avais lue très tôt. Et puis, donc, je m'étais mise à lire, à travailler sur Boris Vian déjà dans l'original. Et je me souviens que lorsque j'avais eu cette occasion de parler d'un auteur français, d'écrire un essai, il était évident que ça allait être Boris Vian, L'écume des jours, les figures de fragilité dans L'écume des jours de Boris Vian. Donc on a fait cet enregistrement, on l'a envoyé par le biais de l'ambassade de France, et c'est déjà en France, à l'université de Montpellier, où je m'étais inscrite en licence de lettres modernes, où j'ai appris que j'étais la gagnante du concours. À une époque où je m'y attendais plus, une année s'était passée, beaucoup de choses s'étaient passées entre-temps, vous voyez, donc c'est pour ça que... Une belle aventure, en quelque sorte. Absolument, une aventure. Une véritable l'aventura à la française. Voilà, mais qui a... Dans une interview donnée à la Radio Liberté en 2018, vous disiez « Pour moi, la langue française est avant tout la littérature française. » Je le confirme. Qu'entendiez-vous par là? Parliez-vous de l'esthétique de la littérature française, de sa stylistique ou d'autres choses peut-être? Alors je parlais de ce qui est ma biographie, je pense. Je suis très peut-être égocentrique dans ma façon de parler du français, mais je suis ce que je suis. Et c'est vrai que c'est d'abord mon histoire, que je ne puis renier, que je ne puis oublier. C'est par la littérature aussi. Je vous ai parlé de la sonorité de la langue française, mais c'est vrai qu'il y avait aussi une France très romanesque, très littéraire qui était déjà là, avant que je me mette au français. Et je me suis mise au français à partir de 11 ans, alors à partir de la 4e année de l'école. Mais j'ai eu une traversée très littéraire, très romanesque de la langue française. J'ai énormément lu, et je sais ce que cela peut donner à une adolescente dans sa relation à une langue étrangère. Puisque je trouve que alors l'apprentissage d'une langue doit forcément passer par la littérature, l'art bien sûr, mais la littérature est séparer, introduire alors cette séparation artificielle entre la langue et la littérature conduit au décharnement, un apprentissage décharné, si vous voulez, désincarné, si je puis dire, de la langue. Donc tout passe par la littérature. Quand je me suis mise à lire des romans qui n'étaient pas adaptés, Les Misérables par exemple de Victor Hugo, à l'âge de 11 ans, où j'avais à peine commencé à apprendre le français, il est évident que je n'en comprenais que 30%. Parce que vous le lisiez en français? Oui, je le lisais en français. C'est courageux. Absolument. Et il y avait des livres adaptés qui, à la bibliothèque, de Franco Apech par exemple, mais je préférais toujours la version qui n'était pas adaptée. Le Rouge et le Noir, alors La Chartreuse de Parme. Bien sûr, il y avait des choses qui m'échappaient. Et je ne pouvais pas relever tous les mots dans le dictionnaire pour avoir les significations exactes, etc. Mais, alors ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que je me suis retrouvée à un moment donné comme dans un océan de la langue française, puisqu'il y avait des structures syntaxiques que j'avais complètement intégrées. Et puis la compréhension est venue au fur et à mesure, vous voyez, mais je me suis sentie accueillie, comment dirais-je, dans une famille. Oui, dans cet océan de la langue française dont j'étais bercée. Et c'est quelque chose qui m'a énormément apporté dans ma relation peut-être, que je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais dans ma relation à la langue française. Et puis une connaissance objective aussi du vocabulaire, de la civilisation, de la vision des choses. De la vision des choses. Et de cette ouverture d'esprit peut-être aussi. Et dans une autre interview accordée aux mêmes médias une année plus tard, vous disiez, Shushanik,
La vraie littérature n'a pas besoin de publicité, car de toute façon, elle trouve son lecteur. La littérature ne se soumet-elle pas aux mêmes règles du marché que tout autre produit intellectuel ou artistique, d'après vous, Chouchanik? C'est une très bonne question, très actuelle, Oui. compte tenu des débats que j'ai sans arrêt avec les éditeurs. D'abord, oui, je pense que la littérature, je reste assez fidèle à ce point de vue que j'ai exprimé. Je vois que vous avez tout étudié sur moi, donc je n'ai pas d'échappatoire. Non, c'est vrai que je reste très fidèle à ce principe. La littérature n'a pas besoin, la véritable littérature n'a pas besoin de publicité. Alors je m'explique, moi-même j'écris par exemple, et ce n'est jamais en fonction du lecteur que j'écris. Il y a une adresse qui reste toujours ouverte, mais cette adresse est anonyme. Le geste d'écrire, c'est un geste ouvert qui s'adresse à quelqu'un, par définition. Mais il suffit que je pense à un type particulier de lecteur, à un lectorat qui a ses intérêts, qui a cette attente, cette demande de moi, en quelque sorte une demande formulée, des sujets qui seraient aujourd'hui plus actuels, plus sociétaux si vous voulez, qui risquent de m'assurer un lectorat plus ou moins vaste, et c'est quelque chose qui m'embarrasse dès le départ, qui devient une sorte de handicap, si vous voulez. Alors que, pour moi, la relation à l'écriture est quelque chose de très intime, où ces obstacles extérieurs, la demande extérieure est absente. Il y a juste cette ouverture frayée vers l'extérieur, vers le dehors, qui est le mouvement naturel de l'écriture, le mouvement inhérent à l'écriture. Alors pourquoi soumettrais-je les œuvres des autres à un schéma que je rejette moi-même? Pourquoi penser que Gérard de Nerval, par exemple, Aurélia de Gérard de Nerval ou Sylvie de Gérard de Nerval devrait être objet de publicité aujourd'hui, de publicité accordée aux attentes du marché, et que c'est ce marché, en fonction de ce marché, des besoins de ce marché, des nécessités et des impératifs de ce marché, que Gérard de Nerval, Aurélia ou Sylvie ou les sonnets de Gérard de Nerval, les chimères de Gérard de Nerval, seraient traduisibles ou pas, intéressants pour le marché ou le monde de la traduction ou pas. Alors je pense que oui, le marché est une réalité. Oui. Je suis d'accord, je suis quelqu'un quand même qui, ne serait-ce que de par ma fonction d'éditrice, enfin de rédactrice en chef aux éditions Naïri, suis constamment confrontée à la tristesse du marché, à la grisaille, aux restrictions du marché, si vous voulez. Mais je pense que c'est très périlleux de devenir les humbles, si vous voulez, serviteurs du marché. Les dociles serviteurs du marché, et finalement de subir, puisqu'il ne faut jamais perdre cette conscience que ce sont nous aussi qui formons ce marché, qui façonnons ce marché avec notre témérité, avec la persévérance de nos choix. Et d'autre part, si l'auteur ou le traducteur ne va pas à la recherche de son lecteur, est-ce que le lecteur fera ce travail à sa place? Est-ce que l'auteur ne risque pas de rester anonyme? Ignoré, c'est-à-dire oui. Alors je vous comprends. Je pense que tout dépend de ce que nous appelons alors ce travail cette démarche qui va vers le lecteur, les retrouvailles du lecteur et les sacrifices qu'on fait sur la voie de ces retrouvailles. Par exemple, la publicité est une chose pour moi, avec ce que le monde actuel entend par la publicité. Le travail de la préparation du lecteur est une autre paire de manches. S'il s'agit de ce travail, qui d'ailleurs est un travail très minutieux de présentation de ce qu'on appelle la présentation d'un auteur, je suis entièrement d'accord qu'il est nécessaire. Et en plus, c'est un engagement, c'est une responsabilité que le traducteur, dans la plupart des cas, est parfois seul à porter.
Il y va, par exemple, pour les premières traductions que j'ai faites d'Yves Benfoy. Il en est de même pour les traductions de Gérard de Nerval. Parce que chaque fois, il s'agissait des auteurs qui étaient totalement ignorés par le lecteur arménien. Et donc, j'étais bien obligée, outre la traduction, de les présenter au lecteur arménien. Ce que j'entends par la présentation, ce n'est pas une campagne électorale d'Yves Benfoy, de présentation d'Yves Benfoy, parler d'Yves Benfoy à la télévision, etc. Pourquoi pas? Mais c'est surtout les préfaces, les notes bibliographiques, les postfaces, je ne sais pas, les articles critiques écrits par des spécialistes d'Yves Benfoy, des Français, traduits en arménien, c'est-à-dire tout un travail de présentation qui accompagnait toujours, par exemple, mes premières traductions. Et c'est quelque chose qui n'a pas changé jusqu'à présent. Il en est de même pour l'œuvre d'Annie Ernaux, quand il s'agit des auteurs qui ne sont pas connus par le lectorat arménien. Donc ce travail est très honnête. Et je ne pourrais pas le considérer comme une variété, si vous voulez, de publicité, puisque c'est tout simplement l'engagement, l'implication du traducteur, l'adoption par le traducteur, une adoption ponctuelle, bien sûr, de l'œuvre qu'il a traduite et qu'il est obligé de porter, enfin, qu'il accepte de porter. Mais quant à la publicité, des formats qui nous sont imposés, c'est déjà une contrainte. Et cette contrainte implique une série parfois de sacrifices, de concessions, si vous voulez, à nos principes. Là, les choses deviennent plus périlleuses, si vous voulez. Donc, d'accord pour le travail de présentation, et je suis beaucoup plus réticente quand il s'agit de la publicité. Je ne sais pas si j'ai réussi à m'expliquer. Tout à fait. Oui, tout à fait. Que signifie pour vous traduire les œuvres des auteurs français? Est-ce que c'est en quelque sorte une quête de soi? C'est en quelque sorte un besoin d'introspection, pourquoi pas? Est-ce que c'est un besoin d'aller vers l'autre, vers l'inconnu? Qu'est-ce que c'est en fait? Alors vous savez, c'est une très belle question. D'abord, je vous en remercie et qui me renvoie à cette toute première fois où j'ai eu à parler de la traduction, de mon expérience de traductrice, devant un auditoire de Français qui ne savait presque rien sur l'arménien, la culture arménienne, la littérature arménienne. J'étais très jeune, j'avais 19 ans, et c'était à Arles, au Collège international de la traduction littéraire, qui fonctionne toujours d'ailleurs à Arles. Et je me souviens de la phrase, en fait, clé que j'avais dite à l'époque, à l'époque, et qui exprimait mon rapport à la traduction. J'avais dit, je suis venue à la traduction, je me suis mise à traduire puisque j'avais perdu mon lieu. D'accord. Et c'était très vrai. C'est une phrase qui m'exprimait entièrement à l'époque. Alors, il s'agissait d'une expérience assez récente. Je venais d'être admise à l'université de Montpellier, comme je vous ai dit. J'étais en licence de lettres modernes. Et il y a toute cette première période d'adaptation où on est dépaysé. Et parfois, alors on a sa réalité intérieure, son vécu intérieur de la langue et de la culture française, qui est confronté à une autre réalité objective de la France, de la langue française, du système universitaire français qui est très différent du nôtre. Et donc j'étais souvent déconcertée. Un jour, par pur hasard, dans mon studio alors de l'époque, je me suis mise à la lecture d'un auteur qui était une révélation pour moi et qui figurait dans le programme de notre licence grâce au goût littéraire et au talent de ma professeure de l'époque, Renée Ventresque, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Alors il s'agissait de l'improbable d'Yves Benfoy, qui faisait partie du programme de la licence. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alors je lisais les essais d'Yves Benfoy, ensuite je suis passée à l'arrière-pays, où il s'agissait d'une série de vécus très subjectifs. Les étés de Touarak, le sentiment de plénitude,
les souvenirs d'enfance liés à la ville de Tours, le jardin botanique de Tours, les promenades en compagnie des parents. Alors, cette chose extraordinaire, c'était que j'étais renvoyée à mes propres souvenirs d'enfance. C'était plus que des souvenirs, c'était des sensations avec la densité, vous savez, matérielle, tangible, hein, du feuillage de mes étés de Dilijan. Vous avez ainsi retrouvé votre lieu en quelque sorte. Oui, en lisant, donc, à travers l'origine de l'autre, j'ai été renvoyée à ma propre origine. C'est vrai que pour moi, c'est la meilleure définition de la traduction. Des années plus tard, quand je faisais des recherches bibliographiques à la bibliothèque du Collège international des traducteurs à Arles, alors je suis tombée sur cette très belle définition de Jean Beaufray, qui était traducteur lui-même, qui dit la traduction est un dépaysement qui nous rapatrie. On ne peut pas mieux dire. Oui, c'est ce dépaysement qui me rapatrie. Aujourd'hui, vous enseignez à l'Université d'État. En fait, qu'est-ce que vous apprenez à vos étudiants? Autrement dit, quels seraient les commandements, les 10 commandements, s'il y en a autant, du bon traducteur? Et ça serait ma dernière question. Vivre la traduction comme une expérience, accepter de vivre la traduction comme une expérience intérieure, comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple activité communicative, d'une transmission de contenu, que c'est bien au-delà que cela se passe, et même au-delà de l'équivalence stylistique, qui est très difficile d'ailleurs à préserver. C'est à l'intérieur qu'il faut chercher les clés, c'est une véritable traversée. D'accepter aussi de comprendre que c'est une expérience spatiale, au bout de laquelle vous allez vous retrouver dans ce pays merveilleux qui est la patrie des traducteurs et qui est le tiers-lieu ou l'entre-deux. Et d'accepter d'habiter cet entre-deux, qui n'appartient ni à la France, ni à l'Arménie, ni à la langue française, ni à la langue arménienne. C'est ce lieu merveilleux qui est une nécessité vitale pour les cultures, pour la littérature, pour l'art, où se nourrissent les artistes et ceux qui pensent, ceux qui lisent. Puisque je ne sais pas si quelqu'un qui n'a pas... Enfin, vous devez sans doute vous en rendre compte, puisque vous pratiquez la traduction aussi. Mais ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de traduire trouveront peut-être étrange, peut-être exotique ce que je veux dire, mais l'ivresse de quelqu'un qui retrouve à l'apparition du livre, dans les marges du livre, la respiration, si vous voulez, paisible de tous les lieux intérieurs et extérieurs, de tous les visages imaginaires ou réels, de toutes les adresses fictives ou réelles, de la France et d'Arménie, c'est-à-dire des deux pays, des deux cultures, des deux langues, qui ont participé à la traduction. Le livre traduit contient vraiment dans ses marges tout ce vécu qui se partage entre les deux, qui est dans l'entre-deux. Et c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à la préservation de la singularité de chaque culture. C'est pour moi la condition, si vous voulez, première, de la préservation de la singularité, oui, vraiment de la littérature propre, de la culture propre. Alors, autre chose, la fidélité, bien sûr. Je ne sais pas, les 10 commandements, c'est... Il n'y en a sûrement pas autant. La fidélité à l'auteur, à son corps défendant. Je conseillerais aussi de se méfier des solutions faciles, de choisir la facilité et l'adaptation, de se méfier de ce regard inquisiteur qui est un regard inventé du lecteur, puisque le lecteur n'est pas quelqu'un d'aussi bête. Le lecteur est, d'après moi, tout à fait prêt à accepter la singularité de la voix de l'autre, à condition que cette voix soit d'abord comprise et portée jusqu'au bout par le traducteur. Soyez fidèles à cette singularité. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.